Et il est à noter que c'était les antifédéralistes de l'Amérique post-révolutionnaire qui étaient favorables au papier-monnaie. D'habitude, c'était les fédéralistes qui étaient opposés à la monnaie métallique afin de mieux régler les factures du nouveau gouvernement, mais cette fois-ci, les antifédéralistes, propriétaires terriens, favorisaient donc le papier-monnaie pour payer leurs propres factures. Ah, il semble que l'heure de la délivrance sonne. Nous reprendrons ce chapitre lundi. Et rappelez-vous que les devoirs du milieu de semestre sont à rendre le 29. Peu importe le sujet, pourvu qu'il traite d'un problème contemporain. En d'autres termes, il est inutile de claquer 10 $ bêtement et me servir du réchauffé acheté au marché noir. Vous êtes des élèves de Harvard, donc faites fonctionner votre matière grise. Voilà. Monsieur Fitzgerald. Oui, monsieur Rosen. On peut prendre n'importe quel sujet, parce que je comptais analyser le discours que le président Kennedy prononce demain. Le discours? Oui, monsieur, à Dallas, au marché des échanges. Il sera retransmis en direct à la radio et j'aurais aimé travailler dessus, si ce choix vous convient, bien sûr. Oui, monsieur Rosen, je n'y vois aucun inconvénient, allez-y. Salut Joe, tu viens de sortir un papier excellent dans l'héritage. Je n'irai pas jusqu'à dire que je partage toutes tes conclusions, mais c'est toujours un plaisir de te lire. Je te remercie, Paul. C'est quand même gentil de me le dire. Kate, vous ne deviez revenir que dans un mois. Cette fois, je ne suis pas venue faire un rapport de type officiel. Ce n'est qu'une simple petite visite. Je me demandais comment vous alliez. Après tout, il s'est déjà écoulé presque 2 longues heures depuis ma dernière visite. Étrange. On passe des mois, parfois même des années, plongés à nouveau dans le passé, séparés soudain de sa famille. Et quand on revient pour eux, c'est comme si on était partis quelques heures. Je ne m'y habituerai jamais. C'est aussi difficile que de partir en laissant le passé derrière soi et de renoncer à vivre une deuxième vie, mon cher Joe, avec tout ce que cela comporte. Se faire de nouveaux amis, et puis pourquoi pas tomber amoureux. Pas en ce qui me concerne. Comment être proche des gens quand on ne peut pas vraiment leur dire ce qu'on pense? Leur dire par exemple que je ne sais pas moi, que leur parfum de glace préféré ne sera inventé que dans 150 ans. J'ai parfois le sentiment d'être un éternel observateur, condamné à toujours regarder sans jamais participer, toujours détaché, toujours distant. Tous les historiographes ont connu cela à un moment ou à un autre de leur carrière. Je sais, mais c'est sacrément frustrant. J'ai passé 3 ans à étudier John Kennedy et son époque. Je l'ai même rencontré à une réception chez McGeorge Bundy. Mais je ne l'ai pas vraiment connu, en fait. Vous avez une conception chinoise du culte des anciens. Kate, je n'ai pas créé ce projet uniquement parce que cet homme est un de mes ancêtres, c'est évident. Il est indiscutable que cette période est l'une des plus troublées que l'Amérique ait connue. Joe, il ne faut pas que vous alliez à Dallas demain. Et vous le savez. Kate, c'est mon projet. Je l'ai financé. C'est moi qui viens de passer 3 années ici. Et je suis bien décidé à aller jusqu'au bout. Et dire que je n'ai pas eu l'occasion de connaître cet homme. Et que je vais devoir assister à son... Qu'est-ce que c'est?
Un souvenir de famille, c'est un porte-bonheur. Daté d'une année après celle de votre destination. C'est contraire au règlement. On peut faire une entorse au règlement, Kate. Faites une exception pour une fois. Laissez-moi vénérer mes ancêtres, comme il me convient. Bien. Alors, bon séjour à Dallas, Joseph. Zaijian. Laoblijo. Zaijian. Qu'avez-vous dit? Oui, je sais que je n'aurai la réponse que dans 2 siècles. Allons-y, je dois faire avec ce que j'ai. Balayage informatique. Système contrôle enregistreur holographique opérationnel. Opérationnel. Télécommande d'urgence. Opérationnel. Si la bague venait à être séparée des contrôles temporels du poignet, le porteur de la bague serait automatiquement ramené au point de départ. 2172 après Jésus-Christ. D'une pipe, d'où est-ce que vous sortez, vous? Cambridge. Non! Monsieur le Président! Couchez-vous! Couchez-vous! Arrêtez! Arrêtez! Couchez-vous, Monsieur le Président! Couchez-vous, Monsieur le Président! Couchez-vous! Oh, mon Dieu! Couchez-vous! Trésor 1, Trésor 2, vous me recevez? Ici Trésor 2, je vous reçois. Le Président et sa femme sont indemnes? Affirmatif, Trésor 2. Le président et sa femme sont indemnes. Je répète, indemnes. Appel à toutes les unités. Rendez-vous à Love Fields à 14h. Enregistré, Trésor 2. Affirmatif. Oui, bien compris. Merci, Ted. Terminé, Trésor 2. Je crois que M. Rosen pourra faire son analyse en fin de compte. Pardonnez-moi? Non, rien. Vous avez eu la confirmation de mon honnêteté. Oui, absolument. J'ignorais que vous connaissiez le ministre de la Défense, McNamara. Très peu, en fait. Je l'ai rencontré dans une ou deux réceptions à Harvard, c'est tout. C'est l'un de vos fervents admirateurs, semble-t-il. Il a beaucoup apprécié certains de vos articles, l'application des jeux mathématiques à l'analyse historique. Ah, Vous étiez venu à Dallas pour écouter le discours du président, j'imagine. oui, l'enregistrer pour mes élèves à Harvard. Ça doit être un très bon téléobjectif, dites donc, pour que vous ayez vu le tueur à une telle distance. En fait, non, tout ce que j'ai vu, c'est le reflet du soleil sur du métal. C'est là que j'ai paniqué. Et heureusement, je dois dire. Sinon, ce pays serait peut-être en deuil à l'heure qu'il est. Ma question peut vous paraître indiscrète, mais Monsieur Livingstone, où est-ce que vous m'emmenez comme ça? Vous avez déjà rencontré le président, professeur? Oui, très brièvement. Il a reconnu votre nom et il voudrait vous rencontrer après son discours. Il va écouter son voyage au Texas. Tout le monde est un peu secoué par ce qui vient de se passer.
Vous avez rendez-vous avec lui à l'aéroport de Love Field dans environ 20 minutes. Gouverneur, merci beaucoup. À très bientôt. Monsieur le Président, Oui? vous connaissez le professeur Joseph Fitzgerald? C'est l'homme qui vous a sauvé la vie ce matin. Professeur Fitzgerald, Harvard et moi avons une dette envers vous. Tout l'honneur est pour moi, Monsieur le Président. Ça faisait longtemps que je voulais vous rencontrer, mais je ne pensais pas que ce serait dans de telles circonstances. McNamara m'a parlé de certains de vos articles, très intéressants. Monsieur le Président, je crains de ne pas pouvoir rentrer tout de suite. C'est vraiment exceptionnel. 2 terribles tornades viennent juste de s'abattre sur l'État du Texas. L'une d'entre elles vient de dévaster le centre de la ville d'Austin et l'autre se dirige droit sur nous. Je ferais mieux de voir ce que je peux faire. Les tornades? Lyndon, occupez-vous de vos amis et dites-moi si je peux vous aider. Oui, monsieur. Venez, suivez-moi, professeur. Même moi, je ne peux pas faire attendre l'armée de l'air. Que je vienne avec vous? À Washington? Je serai très heureux de vous avoir à dîner à la Maison Blanche ce soir. Demain matin, un avion vous reconduira à Cambridge si vous le souhaitez. Oui, c'est très aimable, Monsieur le Président, merci. Jack! Un homme qui m'a sauvé la vie m'appellera toujours Jack. À quoi est-ce que vous pensez? Curieuse impression que de se faire tirer dessus. Pendant la guerre, c'était différent. Anonyme. Ce n'est pas sur vous qu'on tirait, juste sur l'uniforme. Peut-être que celui qui vous a tiré dessus visait en fait le gouvernement que vous représentez. Oui, peut-être. Mais jamais personne n'a tiré sur Eisenhower. Vous ne seriez pas parent avec le vieux Haney Fitz, mon grand-père? Non, je ne crois pas, non, non. Dommage. À en croire la presse, si nous avions été parents, il y aurait eu une place pour vous dans mon ministère. Vous aimez vous mesurer à la presse, n'est-ce pas? Oh, chacun s'amuse comme il peut. Dieu sait si ma fonction ne m'en donne guère l'occasion. Pendant la campagne, il est facile de se laisser emporter par la fièvre des élections, la politique. Facile de se convaincre que tout ça n'est qu'un jeu, et un jeu très stimulant. Et il y a des jours comme aujourd'hui où on sait très bien que ça n'en est pas un. Des jours comme aujourd'hui, comme le 17 avril 1961. La baie des cochons. La baie des cochons, une stupidité. Je n'aurais jamais dû donner mon accord, non, jamais. Je ne faisais plus seulement de la politique. Je devenais responsable de vies humaines. C'était comme si on avait coulé mon patrouilleur. Sauf que cette fois, je ne pouvais rien faire pour les sauver. Vous savez, mon père nous a enfoncé dans le crâne depuis notre plus jeune âge qu'il faut avoir le pouvoir pour obtenir quelque chose. Le pouvoir. Mais après le mur de Berlin, après la crise des missiles à Cuba, j'ai eu des doutes. Un seul homme ne doit pas avoir autant de pouvoir, ne doit pas être obligé d'en avoir. Vous êtes très en avance sur votre époque. Il vous faudra probablement attendre un autre siècle avant que les gens réalisent une telle chose. Si le monde en prend conscience d'ici un siècle, cela aura valu la peine d'attendre. Excusez-moi, Monsieur le Président, un appel pour vous de la part du ministère de la Défense, Monsieur McNamara. Excusez-moi. La police de Dallas a appelé, ils ont arrêté un homme dénommé Lee Oswald. Il est arrêté pour tentative d'assassinat et il semblerait que ce soit lui qui vous a tiré dessus, Monsieur le Président. Bon, écoutez-moi bien, je viens de mettre nos forces stratégiques sur alerte jaune. Je veux une réunion de conseil d'urgence du cabinet et pour 7 heures ce soir. Rusk est en route pour le Japon, faites en sorte qu'il revienne et je veux aussi Taylor, Bondi et Sorensen. Et Bobby. C'est quelque chose de strictement confidentiel? Ce sera annoncé dans le journal télévisé d'Uncle Brinkley dans environ une demi-heure. Malheureusement, les troupes russes se sont emparées de Berlin-Ouest. Le Premier ministre soviétique exige que nous retirions nos forces armées restées en Allemagne. Ils détiennent Berlin-Ouest en otage. Mais enfin, Khrouchtchev ne ferait jamais ça. Le président Khrouchtchev a été assassiné aujourd'hui. Joe, nous allons devoir remettre ce dîner un autre soir. Mais vous pouvez passer la nuit ici. En fait, je crains de devoir insister d'ailleurs, par mesure de sécurité. Oh oui, Monsieur le Président, oui, je comprends. Bien. Oh, ma caméra.
Où est ma caméra? Elle n'est pas dans la voiture? Alors vous avez dû la laisser dans l'avion. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Fitzgerald, on vous la fera rapporter avant votre départ. Merci, Monsieur Livingstone. Je vous remercie beaucoup. Premiers effets de l'intervention dans l'assassinat du président Kennedy. Déformation temporelle causée par l'interférence dans le cours de l'histoire. Pression atmosphérique résultant de cette interférence se manifeste sous forme de tornade. Insuffisant pour compenser les dégâts temporels. Évaluation de l'étendue des dégâts dans le cours de l'histoire. Faille considérable dans la structure du temps. Gouffre temporel sans précédent. Stabilisation provisoire résultant de l'assassinat de Khrouchtchev. Perspective à long terme. Déformation temporelle prolongée. Augmentant géométriquement tant que cette orientation temporelle se maintiendra. Donnez-moi les issues les plus optimistes et les plus pessimistes de cette orientation, ainsi que les probabilités qui en découlent. Scénario le plus pessimiste. Attaque nucléaire entre les deux superpuissances, provoquant l'anéantissement de la biosphère. Probabilité 77%. Scénario le plus optimiste. Reddition de l'Europe occidentale d'ici 6 ans. Dépenses militaires provoquant l'effondrement de l'économie soviétique. Les soviétiques font un chantage aux denrées alimentaires face à l'Ouest, entraînant une guerre agrobactérienne. Résultat, destruction totale de la biosphère d'ici un siècle. Probabilité 12%. Autrement dit, il n'y a que 11% de possibilité d'éviter la guerre totale si l'orientation continue. 0%. Les 11% restants recouvrent les autres scénarios aboutissant à la destruction totale de la biosphère. Puisque cette orientation n'est pas viable, donnez-moi les autres options pour recouvrer l'orientation prévue initialement. Il n'existe qu'une seule et unique option viable. La présidence de M. Kennedy doit se terminer comme l'histoire l'avait prévu. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, général, que se passe-t-il? Monsieur le Président, un de nos B-52, en route vers Berlin, est attaqué par l'ennemi soviétique. Le pilote demande l'autorisation de riposter. Que devons-nous lui dire, monsieur? Monsieur le Président? Oui, général. Monsieur, quels sont vos ordres? Dites aux pilotes de se défendre. Bien, monsieur le Président. Que Dieu vous bénisse. Qu'ils nous bénissent tous, général. Remarquable. Depuis le temps que je suis au Trésor, je n'ai jamais vu une imitation aussi fidèle du modèle original. Celui qui a fait ça est un artiste. Ce n'est pas un projet de pièce envisagé par l'Hôtel des Monnaies pour l'année prochaine? Oh, bien sûr que non, non, ce n'est pas possible. D'autres pays frappent des pièces à l'effigie du souverain régnant, mais c'est contre la réglementation américaine de le faire à l'image d'une personne vivante. Est-ce que cela pourrait être l'œuvre d'un plaisantin ou un prototype pour une campagne de propagande? C'est peut-être l'œuvre d'un des frères du président ou des républicains. J'en doute. Non, ils savent bien que ce serait un crime. Et en ce qui concerne ce Fitzgerald, vous êtes sûr de la véracité de son identité? Même un peu trop à mon goût. Toutes ces références collent parfaitement, mais je n'ai trouvé personne qui le connaisse ou l'ait connu avant qu'il ait enseigné à Harvard. Ah, c'est un peu trop simple. Il est tombé à pic pour sauver la vie du président. Il perd une pièce de monnaie qui n'existe pas. Il porte 3 des noms de famille du président, d'ailleurs il lui ressemble tellement qu'il pourrait être parent. Et tandis que le pays couve une crise sûrement plus dangereuse que celle de Cuba, le président fait confiance à un inconnu qui paraît lui rappeler son frère. Si vous voulez mon avis, le professeur Fitzgerald pourrait bien être un agent soviétique en sommeil. Non, Ray, non, je dois dire que j'ai du mal à y croire. Et ne pensez-vous pas que le meilleur moyen qu'ait un agent pour approcher le président serait d'organiser une tentative d'assassinat et de faire en sorte qu'il sauve la vie de ce président? Mais qu'est-ce qu'elle a, cette pièce? Croyez-vous qu'un espion russe se promènerait avec une fausse pièce de monnaie et qu'il irait ensuite perdre dans l'avion présidentiel? C'est insensé, voyons. Il y a aussi la caméra. Et alors? On m'a fait la même l'année dernière, à Noël. Je suis désolé, monsieur, mais ça m'étonnerait. Oui, des métallurgistes de la Défense ont travaillé dessus et il se trouve que non seulement ils n'arrivent pas à la démonter, mais elle est faite d'un alliage très curieux qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Un alliage plus dur que l'acier et imperméable aux rayons X. Ce n'est même pas un métal à l'étude. Appelez-moi Fitzgerald. Fitzgerald, je serai bref. D'où tenez-vous cette pièce? Où l'avez-vous trouvée? Monsieur le Président, vous ne me croirez pas si je vous le dis. Oh, après les événements de ces dernières 24 heures, professeur, je sens que je pourrais croire n'importe quoi. Bon sang, ne faites pas tant de mystère. Je suis sans nouvelles d'un de nos B-52 qui survolait l'Allemagne de l'Est. Et j'ai des milliers d'Américains en danger à Berlin-Ouest. Et les Russes refusent de décrocher le téléphone rouge. On se dirige vers un autre Cuba. Alors ne me racontez pas d'histoire et dites-moi d'où vous sortez cette foutue pièce. Elle est dans ma famille depuis plus de 200 ans.
professeur Fitzgerald, je crains fort que cette réponse ne suffise pas à ma crédulité. Du calme, professeur. Ce n'est pas une arme. Non, je vous le jure. Je suis un historiographe, Monsieur le Président. Je vis en 2172. J'ai été envoyé dans le passé dans le but d'observer les événements de votre temps. Si vous voulez, je peux aussi vous montrer d'autres hologrammes sur d'autres époques ou d'autres périodes. Non. Je ne crois pas que ce sera bien nécessaire. Dieu m'en soit témoin, je le crois, Livingstone. Dommage, Monsieur le Président, que le règlement de la Maison-Blanche interdise de boire pendant le service. Je vous donne l'autorisation de nous verser un whisky à chacun. Nous sommes parents, n'est-ce pas? Vous êtes un de mes descendants? Oui, c'est vrai. À votre santé. Oh, pardon. Très bien. Vous venez du futur. Pourquoi avoir décidé de me contacter justement aujourd'hui? Pour observer comment je réagirais face à la crise de Berlin? Non. Non. Je n'étais pas au courant de ça. Que dites-vous? Mais voyons, comment pourriez-vous l'ignorer? 1964. Oh mon Dieu. Vous êtes venu à Dallas pour assister à un assassinat, c'est ça, n'est-ce pas? Dieu du ciel. Khrouchtchev et l'invasion soviétique, rien de tout ça n'était censé se passer. Le cours de l'histoire a été déformé, détourné bien au-delà de son tracé normal. Et cette crise de Berlin signifierait la fin du monde, c'est ça? Y a-t-il un moyen de réparer les dégâts? Oui. Revenir en arrière, n'est-ce pas? Joe, vous allez le faire pour moi. Nous, les Kennedy, nous avons toujours résolu nos problèmes en famille. Oui. Joe, la famille existe encore? Oh oui. Il y a bien plus que ça. Dans mon futur, nous avons vu se réaliser vos plus grandes espérances. Nous avons éliminé la tyrannie, la guerre, la pauvreté. Nous avons repoussé les frontières de notre monde jusque dans les étoiles. Et grâce en partie au premier pas que vous avez fait en 1961. Merci de me dire tout ça, Joe. Je ne prétends pas échapper à ma destinée. John, si vous voulez dire au revoir à quelqu'un en particulier... Je n'aurais pas la force de les laisser si je le faisais. Et puis ils ne se rappelleraient pas de toute façon. Ah. Dites-moi ce que je dois faire. Mettez... Mettez cette bague. Monsieur le Président, laissez-moi... Non, Ray. C'est mon destin. Attention, attention. Télécommande déclenchée et ramenée au point de départ. 2172 après Que se passe-t-il?
Vous avez fait le serment de protéger la vie du président, n'est-ce pas? Alors, vous et moi avons à travailler. Retournons dans le passé. Mais avant, je dois procéder à quelques changements. Quelque chose ne va pas, docteur? Comment ça, non? Tout va bien. Très bien. Le professeur Fitzgerald n'est pas le seul à avoir vécu une seconde vie dans le passé. Vous autres, vous saviez ce qui allait être arrivé? Certains d'entre nous effectuent leurs recherches encore plus loin dans le futur. Le professeur Fitzgerald n'a jamais su quelle serait sa destinée. Il n'y a personne qui puisse le savoir à l'avance. Mais en ce qui me concerne, est-ce que mes souvenirs pourraient changer l'avenir? Personne ne peut changer l'histoire. Même le fait de voyager dans le temps fait partie de l'histoire. Les actions du professeur Fitzgerald ont tout simplement été ce qu'elles devaient être. Alors vos souvenirs ne changeront pas le futur, parce qu'ils ne l'ont jamais fait. La dernière fois que je l'ai vu, je ne voulais pas lui révéler ce que je savais. J'ai dû me contenter de lui dire ces mots en chinois, une phrase que mon mari m'a apprise. Zaijian, Laongyo, Zaijian. Au revoir, vieux frère. Au revoir. L'histoire retient beaucoup de faits. Certains sont justes, d'autres sont faux. Mais ce que nous devons retenir, c'est que, quelle que soit l'époque, bonne ou mauvaise, il y a toujours eu des hommes qui ont eu de grands idéaux. Des hommes de courage qui sont allés au-delà de leurs simples responsabilités. Vous ne connaissez pas toujours leur nom. Mais faisons que leurs actions s'élèvent comme des monuments pour qu'au jugement dernier de la race humaine, nous puissions dire « c'était cela aussi l'humanité ».